Coucou mes petits titis, c'est Anaël ici. Alors je voudrais vous présenter aujourd'hui un tarot qui m'a été offert par une amie que j'ai rencontrée par le biais de YouTube, Céline. Céline des cartes bavardes, voilà tout simplement sur sa chaîne YouTube, qui m'a gentiment offert ce magnifique tarot pour mon anniversaire. Voilà. Et on s'est rencontrés quelques jours avant mon anniv et elle m'a offert ce tarot là, voilà. Et j'ai adoré. Donc il est arrivé sans livret, donc moi j'ai fait, voilà, donc là on a la garantie et tout. Voilà, donc c'est le tarot d'Hélène. En fait, il est basé sur la mythologie. Je me suis rendu compte en faisant des recherches, parce que comme j'avais pas le livret, vous voyez, ce sont principalement, oh mince, principalement donc, je vais vous montrer ici, principalement donc des fleurs, et j'adore les fleurs, voilà. Et ça se présente un peu comme un tarot de Marseille. Alors je vais vous montrer hein, les arcanes mineurs, voilà. Voilà, hop. C'est tous un peu comme ça, sauf les cartes de cours, bien évidemment. Donc les cartes... Ah, mais non, ça, tu vas rester tranquille, oui. Les cartes de cours, je les ai, vous voyez ici, classées. On les regardera tout à l'heure. Voilà, j'aimerais quand même qu'on commence tout de suite par les arcanes majeures. Alors, au niveau des arcanes majeures, ici, on a la centaurée, donc qui représente le fou. Donc c'est le bleuet, hein, voilà. Le bleu, c'est la couleur de l'esprit, des idées claires. Vous voyez, ici, on a de l'énergie qui se dégage. On commence, on dirait des petits embryons ici, des petits... vous savez, quand l'ovule éclate, voilà, quand les cellules se divisent, c'est trop mignon. Et puis le bleuet aussi, dans le monde des fleurs, c'est signe de gaieté, de lumière, d'équilibre, voilà. C'est la gaieté, c'est la clarté, c'est la lumière. C'est aussi de la fidélité, puisqu'il ne faut pas oublier que le fou, il est souvent présenté avec son petit chien qui le suit partout. Voilà. C'est une fleur au niveau médical qui a plusieurs vertus, dont de soigner l'inflammation des yeux. Hein, tout simplement parce que, voilà, on y va de tout cœur. Et dans le sens inverse, le fou, il faut regarder, voilà, il faut tout simplement regarder où on met les pieds. Donc ça apaise les petites inflammations, on va dire ça comme ça. C'est aussi la fleur de la solidarité, voilà, qui a été évoquée en 1918 pour la première fois grâce à deux infirmières. C'est fleur de mémoire, tout simplement. Elle est magnifique, cette carte, j'adore. L'autre nom, c'est la myrtille, les érelles, voilà. Euh, Au niveau de la couleur, c'est le sentiment amoureux naissant. C'est les nouvelles passions qui naissent tout doucement aussi. On n'ose pas, on ose, on n'ose pas, voilà. Parfois, on peut rester dans le silence ou on avance rapidement. Voilà, ça, c'est ce que j'ai à dire pour la centaurée. Ici, nous avons la pensée sauvage. Et vous voyez, elle est pleine d'énergie, cette carte. Donc, elle représente le magicien. Donc, moi, je me suis fait un livre, hein, évidemment. Donc, c'est la famille des violettes tricolores, en fait, de son autre nom. C'est la cousine de la violette européenne normale, quoi. Hein. On la reconnaît avec sa couleur ici, qui est blanche, rose, jaune et violette, tout simplement. Hein. Donc, le blanc, c'est pour la réceptivité, le bleu pour les pensées claires et le violet pour la spiritualité, hein, tout simplement. Voilà. Elle est anti-inflammatoire, elle aussi. Donc, on l'utilisait beaucoup à des fins thérapeutiques, bien évidemment. Alors, j'ai les temps aussi, parce que là aussi, avec la centaurée, donc la centaurée ici, c'était plus légèreté, gaieté, lumière, équilibre, le fait d'être novice et jeune, donc ce sont les mots-clés. Ici, c'est la gaieté d'esprit, ça vient, on a les pensées claires, donc ça c'est ça, hein. Compassion, amour, prévenance, magie. C'est aussi ouvrir les portes de l'interdit, cette fleur-là. Elle représente aussi la jeunesse et la gaieté d'esprit, elle aussi. Elle libère les expressions, les souvenirs, la nostalgie. Voilà, c'est les mots-clés de la pensée sauvage, tout simplement. Elle symbolise aussi pour les Victoriens l'amour un peu interdit. Voilà. Elle a été aussi beaucoup utilisée dans la Grèce antique, dans les théâtres, et notamment aussi par Shakespeare, dans son unité où j'ai joué un arbre. Voilà. Donc, il y en a plusieurs exemples de cet amour, voilà. Ce sont aussi des porte-bonheur et un excellent cadeau pour les féliciter, tout simplement. Et puis c'est une carte pleine d'énergie, vous voyez, pleine de passion ici avec le rouge, j'adore trop.
Ensuite, ici, bah, donc c'est la rose, c'est la féminité, la douceur, voilà, tout simplement, la gourmandise, l'amour tendre. Alors, elle est aussi associée à Aphrodite, bien évidemment, hein, ou Apollon. Cléopâtre, elle s'en servait pour tapisser son palais. Elle tapissait son palais de pétales de rose. À Bagdad, le sultan, il n'utilisait pas moins de 30 000 litres d'eau de rose pour parfumer toutes ses demeures. Donc, c'est amour, beauté, espoir, naissance, passion, force, intensité, sensualité, excessivité. Dans Le Petit Prince, on utilise la rose rouge pour nous parler d'amour et des difficultés qui l'accompagnent. Ici, nous avons pour la troisième, ici le lys. Donc le lys, c'est l'amour pur, c'est c'est la noblesse des sentiments, c'est les unions maritales aussi, la purification de l'âme avec le blanc. Voilà. C'est Charles le Chauve qui a choisi le lys comme emblème des rois. Hein, bien sûr. Donc Charles le Chauve de 823 à 877, c'est le petit-fils de Charlemagne. Hein, voilà. Le lys blanc, il évoque la Trinité, la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il a aussi des vertus plus théologales, hein, comme la foi, l'espérance, la charité, tout simplement. Ou alors aussi, elle dit soumission au souverain, donc peut-être soumission à l'empereur ici, tout simplement. Donc la fleur de lys est aussi assimilée au rayon du soleil. Hein, voilà, le Christ, c'est le soleil en liturgie, donc voilà. C'est le symbole de la fécondité, le lys, voilà. Dans la tradition chrétienne, il est associé à la Vierge et à l'ange Gabriel. C'est aussi le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui sont séparés par la croix du Christ. Donc c'est l'axe vertical de la fleur. Donc cet axe-là. Et ici, dans l'axe horizontal alors, c'est la croix, hein, vous voyez, ici, hop, et hop, voilà. Dans l'axe horizontal et vertical. Et dans la barrette horizontale marquerait la séparation, donc, horizontale entre ciel et terre, ici, et l'autre et ici, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà, tout simplement. Les trois pétales du haut, c'est dans le ciel, ici, et ça représenterait donc Dieu, voilà, qui observe les trois petits pétales du bas, qui sont donc, eux, la terre. Voilà, oui, j'ai fait pas mal de petites recherches, hein, voilà. Les pétales plus recourbés représenteraient les allégeances du souverain au roi. Hein, les plus courbées, elles sont là derrière, elles sont en dessous, le roi est au-dessus avec le soleil à l'intérieur, quoi. Donc c'est l'amour pur, la noblesse, la protection des sentiments, l'union donc maritale, je vous l'ai dit, la purification de l'âme, la sérénité, la virginité, la chasteté. Les vertus du lys, donc antiseptique, cicatrisant, ça fait beaucoup de choses, ça soulage. En tout cas, c'est une grande fleur de soulagement. Comme c'est un oracle grec, étant donné que ça s'appelle le tarot d'Hélène, Hélène de Troie, Hélène de Sparte, dans les mythologies grecques, elle est associée à Héra. Donc Héra, femme de Zeus, hein, bien évidemment. Voilà, tout simplement. Elle est arrivée, alors c'est la déesse de la fécondité et protectrice des femmes, en allaitant Zeus, un demi-dieu pour qu'il devienne immortel. Elle a laissé échapper quelques gouttes de lait, donc du lait divin bien entendu, hein, et cela a créé la Voie lactée aussi. Et dans le ciel, et donc sur la terre, ça a créé donc le lys. Son mois c'est le mois de mai, et ça s'utilise aussi pour les baptêmes, les communions et les funérailles. Voilà, voilà. Ici, nous avons donc l'empereur avec l'angélique. Donc l'angélique, herbe aux anges aussi. On utilise souvent ses graines ou ses racines. Ça enlève l'acidité des plats en cuisine, par exemple. C'est un antioxydant, un digestif, c'est un stimulant, voilà. Ces fleurs-là sont souvent spectaculaires parce qu'elles ont des branches qui peuvent arriver jusqu'à 2 mètres de haut, donc elles sont énormes. Elles sont souvent très aromatiques et très résistantes, donc voilà, c'est des fleurs sur lesquelles on peut compter, comme on dirait chez nous, et elles vivent même en Laponie, dans le Grand Nord. Son époque, c'est plutôt juin-juillet. Donc les mots-clés pour cette carte-là, ce serait plutôt la robustesse, rustique, aromatique, la beauté. Voilà, c'est un stimulant. C'est de la drogue aussi, hein, voilà, puisque tout simplement c'est elle qui commande, donc c'est celle qui fait. C'est pour ça qu'on l'utilise pour représenter ici donc le l'empereur, bien évidemment. C'est puissant et inhibiteur comme fleur. Inhibiteur, pas inhibiteur. Je suis désolée. Le miroir de Vénus, ici, voilà, famille des campanules qui existe grâce au botaniste Bénigne de Gousse de Guerlain. En 1773 à Dijon, il en a fait
la, la fleur. Elle a été créée par lui-même. On l'appelle aussi le spéculaire miroir de Mirette. Donc Mirette, voilà, c'est aussi un oracle, l'oracle de Mirette. Voilà, et c'est pour ça qu'on peut voir à travers, hein, c'est le 5, c'est le hiérophant, bien entendu. Donc c'est une fleur qu'on peut manger en salade, hein, et elle pousse chez nous en France et en Europe. Voilà. Dans la mythologie grecque, vous voyez ici, vous voyez au cœur de la fleur ici, normalement on a une partie jaune, vous ne voyez pas bien ici sur l'image, c'est dommage. On l'a comparé à un miroir dans la mythologie, tout simplement. C'est un miroir qui aurait servi à Vénus pour s'assurer de sa beauté avant d'aller voir son amant et fils adoptif, hein, puisque voilà, dans la mythologie, ils sont un peu bizarres, son fils Adonis. Donc c'est une fleur du mai et juillet, donc ça représente un peu mai et juillet. Voilà, c'est l'emblème des femmes aussi. Ça représente aussi parfois le sexe féminin. Le violet, c'est la spiritualité, l'esprit, le savoir. Elle symbolise aussi les flatteries. On a dit aussi que Vénus, hein, ici, je vous ai dit, c'est la fleur de Vénus. Hein, elle a laissé tomber le miroir sur terre et qu'un berger l'a pris. Il s'est regardé et sa femme a eu peur, hein, voilà. C'est un miroir qui a le don d'embellir, hein, on s'y croit qu'on se regarde dedans. Il a oublié sa maîtresse, voilà. Il se regardait sans cesse, donc c'était terrible pour elle, la pauvre femme, vous imaginez un peu, voilà. Donc comme elle craignait pour son amour des suites avec ce miroir, elle a cassé le miroir et les débris sont devenus ces jolies plantes qui sont là. Donc c'est le savoir, le comprendre et l'apprendre, puisque c'est en regardant dans le miroir et en le cassant qu'on apprend les choses, bien évidemment. C'est aussi de la flatterie. C'est une vue sur l'esprit, la spiritualité, et elle représente aussi le divin. Voilà pour cette carte-là. Alors, je l'ai mise à l'envers. Alors, on va regarder d'abord la mandragore. Donc, c'est une plante magique, la mandragore. C'est les choix, les amoureux. Donc, c'est une plante, voilà. On disait qu'elle poussait sous les pendus au Moyen-Âge, parce que quand un homme est pendu, voilà, il éjaculerait sur le sol et ça donnerait des plantes de mandragore parce que ça ressemble à un humain avec un sexe, en fait. Elle est considérée chez nous enfin partout dans le monde comme un aphrodisiaque à cause de sa racine en forme humaine, voilà, et de son entrejambe, donc, je vous le disais. On la connaît depuis l'Antiquité quand même. C'est une plante toxique, sulfureuse, un peu comme la belladone, la datura. La datura, j'en ai une chez moi d'ailleurs. Voilà, magnifique. Le juscan, c'est un analgésique, un anesthésique, un aphrodisiaque, un hallucinogène. Donc c'est pour ça que c'est la carte des choix ici. Hein, parce que si on fait une mauvaise joie et tout, on pourrait être aveuglé par des choses. Il faut bien regarder, il faut bien étudier les choses, sinon on pourrait faire donc les mauvais choix, bien évidemment. On trouve la mandragore en Méditerranée, même si en littérature on dit qu'elle pousse chez nous, c'est pas vrai. Hein, voilà. Dans l'Antiquité, ces fruits étaient réputés comme aphrodisiaques, bien entendu. C'est un narcotique, bien évidemment. Alors, on la retrouve chez les dieux, voilà. Les dieux craignaient la disparition totale de l'homme. Ils ont répandu des jarres de bière teintées de rouge ici, c'est pour ça que c'est rouge ici, teintées de rouge, mélangées à de la mandragore. Et la déesse assoiffée s'en est servie et s'en est régalée. Elle s'endort et épargne ainsi les derniers survivants. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc c'est la légende de Sekhmet, j'ai oublié de le préciser, hein, c'est une déesse. Donc dans la légende de Sekhmet, elle exterminait tous les hommes, Sekhmet, donc les dieux ont cru à la pérennité de la race humaine, donc ils ont assoiffé la déesse, elle a bu la bière avec la mandragore à l'intérieur, et du coup elle en est morte, quoi. Hein. Et aussi ici, la femme de Rachel, de Jacob, voilà, ainsi que Léa, sa sœur, elles étaient mariées toutes les deux à Jacob, et comme elle pensait être stérile, voilà, elle a eu recours à la mandragore. Ça a aussi donné la naissance de la tribu des Doudaïm, trouvée par Ruben pour procréer. La plante devint ainsi l'emblème de la tribu de Ruben. Voilà, elle se récolte au moment des solstices. Pour les juifs, la plante ici, c'est Boaras, dans la vallée où elle pousse, tout simplement, parce qu'on la trouve là-bas. Voilà, tout simplement. Elle brille dans la nuit et se sauve quand on tente de l'arracher. Et alors c'est pour ça qu'elle est magique. Voilà. Et donc il fallait attacher un chien à la plante. Et si l'animal mourait, c'est lui qui mourait à la place de l'humain. En fait, c'est méchant, mais c'est comme ça. C'est pas gentil, hein. Franchement, c'est pas gentil du tout. Donc on attachait le chien, et ainsi la plante, quand elle se sauvait, elle brillait dans la nuit, et donc elle criait, et donc ça pouvait tuer l'humain. Donc si on tentait de l'arracher, et donc on attachait le chien
à la plante, et comme ça, c'est l'animal qui mourrait avant que la plante ne se sauve. Elle ne pouvait pas se sauver, donc elle tuait le chien. C'est vraiment, vraiment pas gentil. Ici, avec le casque de Jupiter, nous avons donc le chariot. Bah, Jupiter, le chariot, vous voyez, elle est majestueuse, cette fleur. On voit qu'elle va vers une élévation certaine. Voilà, donc c'est une grande plante médicinale. Hein. On la trouve dans les bois, on la trouve un peu partout, les prés, sur les routes. Donc c'est une plante de juin-juillet, bien évidemment. Donc ces fleurs-là sont en forme de casque, donc de casque de Jupiter ou de Minerve, hein, pour les Romains aussi, tout simplement. Ces fleurs, on les dit hermaphrodites aussi. Voilà. On l'appelle aussi gueule de loup, aconique, tulou, bonnet de gendarme, casque de Minerve. En allemand, c'est un Eisenhut, chapeau de casque de fer. Parce que c'est vrai qu'on dirait des petits casques de fer, vous voyez, on dirait vraiment des petits casques. Donc les casques pour mettre sur le chariot, bien évidemment. On l'appelle même char de Vénus, d'où le fait de l'avoir pris donc pour le chariot. Tout simplement. Elles ont une odeur fort nauséabonde, hein, voilà. Hein. Elles partagent ça avec d'autres fleurs toxiques, hein, comme la belladone, la datura ou la ciguë ou la spramoine et tout ça. Ça sent pas bon du tout. Quoique, moi, ma datura, je trouve qu'elles sont très bon. Voilà, c'est pas gentil. Voilà, elle affectionne donc les bordures avec de l'eau. Voilà, c'est un analgésique, un antalgique, un sédatif, c'est un stupéfiant. Et dans le langage des fleurs, cette carte-là, voilà, elle symbolise au fait de faire attention. Il faut faire attention à sa sécurité, être prudent. Voilà. Il faut faire attention aussi à l'avertie des problèmes. Voilà. Si vous agissez avec prudence, vous arriverez au bout de votre chemin. Il faut faire attention aux dangers qui guettent. Voilà ce qu'elle nous dit. Et on nous dit aussi que dans la mythologie grecque, c'est là que ça nous intéresse, que Athéna a utilisé cette plante pour transformer Arachné en araignée. Voilà. Médée l'a utilisée dans du vin pour positionner Thésée. Voilà. En Europe, on a associé beaucoup cette plante à la sorcellerie en disant qu'elle pouvait causer ou guérir la lycanthropie. Donc on pouvait guérir ou devenir loup-garou. Et dans Hamlet, voilà, Laertes l'utilise sur un point de lame pour tuer Hamlet, parce que Hamlet il meurt avec ça, quoi. Hein. Ok, donc voilà. Coeutz, c'est un poète du 19e siècle, dans son ode à la mélancolie, il a parlé de la vigne vénéneuse, donc c'est elle, hein, la vigne vénéneuse. Et dans Dracula de 1931, la vigne vénéneuse offre une protection contre les vampires. Donc c'est une plante anti-vampire et anti-loup-garou. Ah bah je vais en manger, dis donc. Hein, voilà. Dans Harry Potter aussi on en a. Hein, elle empêche donc le professeur de se transformer en loup-garou à la pleine lune. La laconite est aussi utilisée comme une arme de crime dans les romans et dans les films, notamment dans NCIS par exemple. Voilà. À Midsommar Murders, dans Game of Thrones aussi. Et dans l'un des gardes de Twin Lannister, elle est tuée par une fléchette à la pointe d'aconite. Voilà, tout simplement. Vous voyez un peu, c'est un truc de malade, hein, c'est un truc de malade. Hein. Donc ici, nous avons donc ici la carte numéro 8, donc c'est des plantes médicinales. Voilà, elle est super célèbre. Voilà, c'est un genre manta, parce que des menthes, il y en a tout plein, hein, il n'y en a pas qu'une, hein, forcément. Elle a des propriétés particulières, bien sûr, qui sont propres à chacune. Donc tonique, vivifiante, fortifiante, digestive, contre les douleurs, les lourdeurs, les ballonnements, dyspepsie, antispasmodique, stimulant, enfin plein, plein, plein. Et donc ici, la menthe des champs, par exemple, c'est un bon antalgique. Hein, voilà, donc elle donne de la force, elle vous réveille. C'est la menthe ginger ou japonaise, c'est anti-inflammatoire, antiditique et anti-hypertenseur. Donc la menthe aquatique, c'est antioxydante, donc c'est pas la même, c'est pas celle-ci. Hein. Voilà. Il faut faire attention, voilà. Il faut surtout pas dépasser la dose prescrite quand on vous en prescrit. Et il faut dire aussi que c'est un antibactérien. Voilà, tout simplement. Et si on en abuse de la menthe aquatique, par exemple, c'est l'inverse, ça pourrait être bactérien. Elle tire son nom de la mythologie grecque, bien évidemment, de la déesse Manta, hein, forcément. Le dieu Pluton a préféré la nymphe Manta à la déesse Perséphone. Donc Perséphone, c'est la femme de Hadès dans les ténèbres, voilà. Qui par jalousie l'a transformé, donc c'était donc je me suis trompée, je vous ai dit que c'était une déesse Manta, non, c'était une nymphe. Et c'est Perséphone qui l'a transformée en plante, donc la menthe, tout simplement. Hein, parce qu'elle était jalouse. La vilaine, ils étaient méchants hein, quand même, on a de la chance maintenant. Hein. Dans la Rome antique, on l'utilisait aussi comme aphrodisiaque, dans les couronnes, portées par les déesses, comme Vénus par exemple. En Feng Shui, la menthe est censée attirer la richesse, voilà, la prospérité. Si on la place dans le coin sud-est d'une maison ou d'une pièce, la chance est meilleure, et la communication aussi.
Attention avec les animaux domestiques toutefois, parce que c'est une plante toxique pour le chien, le chat et les chevaux. Voilà. Elle favorise aussi la communication avec les enfants, la menthe. Hein, voilà. Le temps, au niveau du temps, c'est la fin de l'été. Voilà. Elle est contre les maux de tête et tout ce qui s'ensuit. Au Moyen-Âge, on l'utilisait contre les morsures de serpents, de scorpions ou des chiens enragés. Hein. C'est trop fort, c'est pour ça qu'on l'utilise ici pour la force. Tout simplement. Alors, alors, au niveau des, j'ai oublié de vous dire, au niveau des mots-clés, ici, elle apporte communication, chance, santé, couleur, vie et force, bien évidemment. Sinon, ce ne serait pas la carte de la force. Tout simplement. Ici, nous avons l'orchis, ici, pour la 9, pour l'ermite. Donc, c'est un genre d'orchidée européenne créée en 1753 par Linné. Donc, elle vient du mot latin emprunté au grec qui signifie testicule, parce que si vous regardez bien, ça ressemble. Hein. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit. Hein, de par la forme de sa fleur et surtout par la forme de sa racine. Donc là, j'ai pas la racine, mais voilà. Donc c'est une sorte d'orchidée. Donc orchis, ça vient de orchis, voilà. C'est le symbole de l'érotisme, de la séduction, mais de tout temps associé à l'unité, à la fertilité de l'esprit, aussi à l'érotisme, au sexe masculin, féminin, voilà, en raison des formes subjectives, hein, voilà. Et dans la mythologie grecque, Orchis est le fils d'une nymphe et d'un satyre qui fut transformé donc en orchidée. Voilà. Les orchidées jouent aussi un rôle sur la sexualité. On croyait même qu'elles joueraient le rôle de la détermination sexuelle. C'est-à-dire si on mangeait, si les hommes mangeaient des grosses racines d'orchidées, ils avaient un garçon. S'ils mangeaient des petites racines d'orchidées, ils auraient une fille. Voilà. C'est ce qu'on croyait au temps des Grecs. C'est quand même incroyable, quand même, hein, franchement. Et en Chine, Confucius. Donc c'est pour ça aussi que voilà, on a pris cette fleur pour cette carte-là. Voilà. C'est la fleur de l'homme supérieur, tout simplement. En Chine, Confucius comparait donc son apparence à l'homme supérieur, donc accompli, et voilà. Et son parfum veut dire amitié. Donc c'est la fleur de l'homme accompli, de l'homme supérieur, de l'homme de savoir. C'est aussi la fleur nationale du Venezuela, de Colombie, de Costa Rica et de Singapour. D'où le fait qu'on l'ait prise ici pour l'ermite, puisque c'est la fleur de l'homme supérieur et du savoir. Tout simplement. Ici, nous avons le thym, Thymus, où il y a plus de 300 espèces. Oh, c'est trop beau, j'adore. Regardez-moi toute cette énergie qui se dégage ici avec. Ça représente donc la roue de la fortune ici, bien sûr. Alors, c'est une petite fleur rose pâle ou blanche, de taille petite. Elle symbolise le courage, la durabilité, l'esprit de créativité, l'amour durable, le dynamisme, la résistance physique. Ça vient du mot grec thumon, ce qui veut dire offrande que l'on brûle, et parfum. Alors, parfum pour son odeur agréable, bien évidemment, d'où le fait qu'on l'appelle thym. Les Grecs la brûlaient sur leur autel en place publique pour donner du courage et en mettaient dans les bains comme stimulant. C'est donc pour ça qu'on l'a pris pour la carte de la numéro 10, ici, de la roue. Au Moyen-Âge, dans les croisades, les jeunes filles se brodaient des abeilles qui volaient près d'une branche de thym sur les écharpes qu'elles offraient à leurs chevaliers pour qu'ils reviennent à leur cœur. C'est trop beau. Les sorcières fabriquaient des petits filtres d'amour à base de marjolaine et de thym. De verveine aussi, voilà. Donc on faisait beaucoup de choses avec le thym, hein, donc de verveine, de thym et de fleurs de myrte. Elle était aussi placée sous l'oreiller ici pour éviter les cauchemars et la mélancolie. Voilà. Le temps, c'est toute l'année ici, hein, pour cette carte-là, c'est toute l'année, mais de préférence d'avril à juillet. Hein, voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Ici, on a la 11, ici, c'est la gueule de lion, alors, ou grand muflier, si vous préférez. Donc ici, c'est la justice, gueule de loup, gueule de lion, ça exprime aussi le désir, excusez-moi. C'est Dioscoris, médecin botaniste, pharmacien grec, 1 an après Jésus-Christ, qui disait que le fruit du muflier porté en amulette pouvait protéger des poisons. Voilà, tout simplement. Il aide à relâcher les tissus. Donc son mois, c'est le mois de mai. Il guérit les inflammations, les grisons, les plaies. Ça resserre aussi les tissus, donc c'est astringent. Et puis, c'est anti-hémorroïde. Ça soigne aussi les érythèmes. Voilà. Au niveau, alors on l'a prise, enfin moi je suppose qu'on l'a prise en carte 11 ici pour la justice, tout simplement parce qu'elle aide en aromathérapie, elle aide à dire les paroles vraies, à se libérer des émotions réprimées, à lâcher prise au travers de l'expression verbale, donc à retrouver donc l'équilibre, tout simplement. Voilà, elle aide à s'exprimer, donc ici je vous disais avec harmonie, j'adore, et sincérité. Voilà. Il est conseillé à ceux qui ne savent pas parler sans crier, hein, voilà, car à l'image de cette fleur qui doit son surnom à sa forme singulière, vous voyez, on dirait des petites trompettes là, voilà. Lorsqu'on pince les côtés de la fleur, elle s'ouvre comme une gueule, mais sans un cri. Donc voilà, ça veut dire ne parler sans crier. Voilà, c'est aussi la conservation du secret.
Voilà. Pour le goût, elle a un goût amer, proche de l'endive. C'est une fleur comestible, bien évidemment. Voilà. Elle peut être toxique, mais non mortelle. Voilà, si on en mange trop, hein, voilà. Les graines, par contre, ces graines, elles sont toxiques, pas les feuilles ni les fleurs. Et les abeilles en raffolent, donc si vous en avez dans le jardin, c'est super pour les abeilles. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Alors, ici, euh, nous avons donc le gui. Donc le gui, j'adore cette carte, regardez comme c'est beau là et tout, c'est suspendu, on s'éparpille un peu, on devrait peut-être, c'est le temps long, hein, c'est le pendu, donc on devrait peut-être mieux gérer ses pensées et son énergie avant de s'éparpiller là, vous voyez un peu. Donc c'est Viscus album. Alors Viscus album, ça veut dire colle ou glu. Hein, album c'est blanc et viscus c'est glu ou colle. Voilà, c'est la famille des viscarées, donc c'est une plante, comment qu'on dit, c'est une plante parasitaire, voilà, cherchez le mot, qui se développe sur deux autres plantes. Elle n'a pas de racines, elle se développe sur les arbres feuillus, alors c'est mars-avril ici. Voilà, elle a des petites fleurs discrètes en mars-avril, elle se transforme en petite baie blanche. C'est vraiment une nuisance pour les autres arbres, hein, voilà. Elle se sert de tous les nutriments de son hôte pour survivre. Punaise, et d'un coup l'arbre peut s'affaiblir. Il arrive généralement par les oiseaux, hein, par les fientes d'oiseaux, hein, tout simplement, ou alors la fauvette, généralement c'est les fauvettes noires, la givre draine, la mésange bleue, voilà. Il a une croissance assez rapide, hein, ici, il est très résistant, il a une vie très longue, d'où le fait qu'on le prenne pour les blocages et le temps long, comme c'est une plante nuisible, voilà, c'est pour ça qu'on le prend ici pour... pour le pendu ici, parce qu'elle se pend, elle pousse n'importe où, hein. Elle se pend, voilà. Donc chez les Grecs, le gui est associé à Hermès, hein, une divinité de l'Olympe, voilà, tout simplement. C'est le fils d'Odin et de Balder, qui est rendu invisible par sa mère Frigg. Hein. Il fait jurer à toutes les plantes et les choses vivantes, sauf le gui, parce qu'elle le trouvait trop joli et inoffensif, de ne pas faire de mal à son fils. Voilà. Donc c'est une plante aussi qui représente un peu l'invulnérabilité ou l'amour triomphant, ou alors surtout, bien sûr, évidemment, la durée. Donc chez le Gaulois, il était considéré comme sacré et représentait l'éternel, ou la vie éternelle. Elle était appréciée pour ses pouvoirs magiques. Elle jouait aussi un rôle dans les talismans pour chasser les mauvais esprits et faire fuir les fantômes, purifier les hommes. Voilà. En Europe, c'est le symbole de la prospérité et surtout de la longévité. Elle porte bonheur à Noël, voilà, tout simplement. Donc, je vous disais que le dieu malin Loki, lui qui fait avouer à son manquement, comme il était jaloux de Balder, de sa popularité, il a incité le dieu Eudes de lancer du gui, taillé donc par Loki, voilà, sur Balder, ce qui la tua tragiquement. En France, on l'accroche parfois aux portes des cabarets ou des autres noms vernaculaires du gui. Ce sont les cabarets. Cabaret, ça veut dire gui, tout simplement. Alors cabaret, c'est K-A-B-A-R-E avec un tréma au-dessus. Et ça veut dire tout simplement cabaret. C'est pour ça qu'on en trouve au-dessus des portes des cabarets. Voilà. Donc le fils, donc je vous ai expliqué, hein, le fils d'Odin, Balder, est rendu invisible par sa mère Frigg. Voilà, elle a figuré à toutes les choses vivantes, toutes les plantes, sauf le gui qu'elle trouvait mignon et tout sympathique, qu'il fallait pas, toutes les pierres aussi, j'ai oublié de vous le dire, fallait pas dire où était son fils, parce qu'il était devenu invisible. Voilà, et Loki, qui était donc jaloux de Balder, a fait avouer au Guy le manquement de Frigg, et comme il était jaloux de la popularité de Balder, il incite le dieu Od à lancer du Guy contre lui. Voilà, c'est qu'il l'a tué tragiquement. Voilà, puisque toutes les autres plantes, les pierres, les choses vivantes n'avaient pas le droit de faire de mal à Balder. Bon, j'espère que je me suis bien exprimé, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même difficile de de pas se tromper entre les Grecs et les dieux du Nord, là. Voilà, ici on a la 13, c'est la mort, l'arcane sans nom. C'est dérivé de Cérès, déesse des moissons, ici, hein, voilà. Vous voyez, moisson, ici, vous voyez, on a des feuilles, on a du blanc pour la pureté, ici, on a du blé, on a des milliers d'étoiles, c'est les choses qui recommencent. Le blé, c'est la nourriture, hein, bien entendu, c'est associé à la nourriture de la vie. Le blé, c'est l'argent, la prospérité, l'abondance, le bonheur, c'est 7 épis. Hein. Donc, si vous ramassez 7 épis de baie cueillis le 24 juin, ou alors cueillis le 7e jour du 7e mois de l'année à la 7e heure, c'est-à-dire le 7 juillet à 7 heures, ça vous apportera donc argent, prospérité, abondance, bonheur. Voilà. Et comme c'est la nourriture de la vie et que ça apporte la prospérité, après la mort, c'est la vie, donc c'est
Voilà, c'est la fin d'un cycle, c'est les moissons, on coupe le blé, tout simplement, et on recommence l'année d'après. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise pour la mort, tout simplement. Voilà, voilà. Et c'est donc au temps des moissons. Voilà, ou au temps de l'automne. Voilà. Ici, la nymphe blanche, c'est les nénuphars. Voilà. Sa racine s'appelait nymphéa. Nymphe en grec, donc c'est l'âme féminine. Voilà, qui vivent dans la nature et que l'on trouve dans les rivières, les puits et même les lacs. Donc c'est la pureté, l'innocence, la chasteté, l'essence, naissance, le cercle de la vie. Voilà. Alors c'est une fleur très très belle. Hein. Cette fleur, par sa beauté, peut tout transformer en paradis. Donc c'est magnifique. Si on met de l'eau dans son vin, cette fleur peut tout transformer. Voilà, tout simplement. Cette fleur peut aussi se coucher sous l'eau et se transformer en fruit tout en étant immergée. Voilà. Après le développement de ces graines, elles flotteront à nouveau vers l'eau. Elles se répandront partout sur les étangs. Elles transforment quelque chose en mieux. Voilà, comme un fruit. Mais elles s'autoproduisent et poursuivent ainsi leur cycle de vie. Elles s'autoproduisent elles-mêmes. Et là où vous trouvez le nénuphar, ça veut dire que l'eau est purifiée. Tout simplement parce que le nénuphar, il purifie l'eau. C'est pour ça que souvent dans les étangs, quand vous faites un petit étang chez vous, une petite mare, vous mettez des nénuphars, ça purifie l'eau. Elles sont un filtre naturel pour l'environnement. Voilà. Et c'est pour ça qu'elles sont très anciennes, hein. Elles ont plus de 60 milliards d'années et on utilisait déjà ça bien longtemps avant Jésus-Christ. Hein, voilà. On peut manger les fruits aussi de ce nénuphar. En Inde, les enfants le mangent généralement les tiges et les fleurs de cette plante. Au Nigeria et au Ghana, les nénuphars sont aimés et respectés pour leur propriétés médicinales parce qu'elles aident les gens à se rafraîchir parce qu'il fait très chaud. Elles enlèvent aussi la fièvre et les infections cutanées. Voilà, au Mexique, au Nicaragua et au Salvador, les indigènes ont vénéré les nénuphars et pensaient qu'ils étaient le symbole sacré de la terre envoyé par les dieux et les déesses. Voilà. Elles réduisent aussi avec leurs pétales, surtout les blanches, hein, réduisent les gonflements au niveau des yeux quand vous avez les yeux sensibles ou la bouche. Elle guérit aussi les plaies, les ecchymoses et autres types d'inflammations. On peut prendre les racines du nénuphar blanc en thé, tout simplement. On peut en faire des huiles essentielles pour soigner donc les toux, les plaies buccales et même les imperfections cutanées. Alors, il existe quand même deux types de nénuphars blancs, il faut faire attention. Il y a le Nymphaea odorata et le Nymphaea tuberosa. Alors, le tuberosa, lui, il est très toxique. Donc, voilà, il faut savoir lequel on utilise quand même. Voilà. Et en Égypte ancienne, le symbole d'unité, c'est le symbole d'unité de la nation. Voilà. Ils avaient un nénuphar bleu qui représentait ainsi le soleil et le blanc qui représentait ainsi la renaissance. Et en Asie, c'est l'universalité. Voilà. C'est elle qui tempère tout, qui remet l'équilibre. D'où le fait de l'avoir en 14, en tempérance. J'adore ce tarot. J'adore ce tarot. Alors, l'herbe du Saint-Esprit, ici avec le diable. Voilà. Ou alors l'Angelica arcane, Angelica. Ou alors angélique, ou alors herbe aux anges. Ça vient de Agélos, qui veut dire donc messager. Voilà. En Europe du Nord, elle vit dans les lieux humides et elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres. Elle est connue depuis l'Antiquité, donc à la Renaissance, on la nomme racine du Saint-Esprit de par ses propriétés. Voilà. En 1510, Paracelse indique qu'elle fut un excellent médicament contre la peste. Voilà. Baudard la compare au ginseng chez les orientaux. Il dit que c'est une plante étrangère, que si c'était une plante étrangère, elle serait aussi précieuse chez nous que le ginseng n'est chez les orientaux. Elle se vendrait donc à prix d'or. Voilà, on se battait pour elle. Les fruits séchés donnent de l'huile de falandrène et ses racines sont ramassées sur des plants de plus de 1 an. Hein, il faut attendre qu'elle ait 1 an. Voilà. On récolte aussi ici ses feuilles, les tiges en juin-juillet. Voilà. Elle fait beaucoup de choses. Hein. De toute manière, on ne va pas tout dire. C'est un stimulant, un antispasmodique, un antiglaireux, donc elle empêche de tousser. On en met aussi comme dans les boissons toniques. Elle donne un goût amer. Vous savez, dans ces apéritifs un peu amers, il y en a sûrement dans la Suze et autre chose. C'est un relaxant musculaire, c'est un tonifiant en général. Elle favorise aussi le sommeil, antioxydant, diurétique, sudorique, antitoussif, machin, voilà. Elle calme aussi les règles douloureuses et difficiles. Elle est antibronchique. Et c'est une plante magique qui régule, c'est de la drogue en fait, quelque part à haute dose, qui régule le système neurovégétatif. Voilà. Alors elle est le symbole de l'inspiration, de l'extase,
C'est l'archange Raphaël qui a révélé les bienfaits extraordinaires de cette plante, d'où le fait qu'on l'appelle archangélique à la Renaissance. Et les médecins de l'époque la nommèrent herbe des anges ou herbe du Saint-Esprit, grâce à ses vertus thérapeutiques et à ses vertus narcotiques aussi. Voilà, d'où le fait de l'utiliser ici. Voilà, elle est belle et pas belle. Elle est très favorable à petite dose et très toxique à haute dose. Enfin, très toxique, je m'entends. Hein, voilà, on peut passer, on pourrait se droguer avec, tout simplement. Ici, la tour infernale avec le pavot rouge. Donc le pavot rouge ici, c'est une plante hallucinogène, sacrée, hein, elle est soporifique, analgésique, narcotique, tout le monde le sait. Voilà, elle est aussi solide. Voilà, les Grecs l'utilisaient déjà 3000 ans avant Jésus-Christ. Elle est même mentionnée sur les tablettes sumériennes, rendez-vous compte, par deux caractères cuniformes qui signifient respectivement plante et joie. Elle favorise le sommeil, la nuit, la mort et la renaissance. Donc tout ça pour vous dire que donc elle représente bien la tour. Le pavot représente aussi le repos éternel. On la rencontre souvent accompagnée du lierre et du laurier comme motif ornemental dans l'architecture funéraire. C'est terrible. Il est aussi l'image d'un cycle de vie avec des phases successives. La naissance avec la germination des graines, la maturité avec la fleur, la décrépitude et la mort avec la mort de la fleur qui annonce donc par là de nombreuses graines dans la capsule. Et la capsule, c'est une résurrection assurée, tout simplement. Et c'est à partir de son suc, un latex blanc, hein, et laiteux, qu'on obtient donc l'opium, cette fameuse drogue terrible. L'opium, après, voilà, qu'on utilisait pendant un temps, dont on extrait la morphine et donc l'héroïne. Le suc soigne par des petites incisions, on fait des petites incisions dans les tiges, là, voilà. Dans les tiges, dans la surface, là, ici, dans le petit truc noir que vous voyez, là, c'est pas noir, non, c'est vert. Voilà, dans les petites, dans la capsule, ça s'appelle, voilà. Dans la capsule, voilà, encore verte. Cette capsule, on l'appelle souvent aussi, on l'attribue à Morphée. Morphée, donc, dieu des songes, dans la mythologie grecque, c'est le fils d'Hypnose et du dieu sommeil. Et donc, Hypnose, Thanatos, c'est les dieux de la mort et... Alors, alors, je vous le redis, Hypnose, Thanatos, dieu de la mort, et Nyx, déesse de la nuit, portaient les couronnes de pavot. Voilà. Donc, Hypnose, c'est le fils de Morphée, d'accord, donc dieu du sommeil, voilà. Thanatos, c'est le dieu de la mort, voilà. Et Nyx, c'est la déesse de la nuit. Et le Nyx aussi, c'est le fleuve qui coule dans les ténèbres, dans le Tartare, chez Hadès, là-bas, dans les enfers de la mythologie grecque, tout simplement. Et donc, eux portaient donc des couronnes de pavot. Sur la terre, comme ça, les épis de blé et le pavot sont des attributs de Cérès, de Déméter, donc la déesse de l'agriculture. Voilà. Et Déméter, c'est la déesse de la terre, c'est la mère nourricière. Donc on centre des mystères et des initiatiques et d'Éleusis. La capsule du pavot est une matrice analogue à la terre, un utérus pour les innombrables semences qu'elle contient, et ce sont des signes de fertilité. Voilà. En Extrême-Orient, en Chine, le pavot est la fleur emblématique de la 11e lune, donc notre mois de décembre. Mais les méfaits de l'opium ou de la boue noire lui ont donné parfois une symbolique assez négative qui détruit tout, d'où le fait de l'avoir en symbole ici de la tour, hein, tout simplement. On la nomme aussi graine de la discorde. Elle évoque la malignité, la dissipation. Voilà, à cause de sa ressemblance entre le bouton du couvre-chef des officiers mandchous et de sa capsule, on a vu dans celle-ci un signe de précarité. En Occident, la capsule du pavot est aussi comparée à une tête humaine coiffée d'un petit chapeau. Avec ses graines, on obtient donc une huile comestible, parce que l'huile de pavot, elle est comestible. Voilà. Elle n'a pas d'alcaloïdes, donc elle n'est pas toxique. C'est le sucre qui est toxique. Hein, voilà. Ça s'appelle l'huile d'œillette. C'est l'autre nom du pavot, évidemment. Elle est également utilisée comme liant dans la peinture chez les artistes en Europe. Aussi. Ça, hein, tout le monde ne le sait pas, je ne le savais pas. Et en Russie, on dit que les jeunes filles sont belles comme les fleurs de pavot lorsqu'elles sont restées vieilles filles. Aussi. Donc le coquelicot, ça c'est chez nous, c'est un pavot sauvage d'Europe. Et son nom lui vient de sa couleur rouge qui évoque la crête du coq. Et au XXe siècle, il est associé au souvenir des soldats du Commonwealth qui sont morts dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. C'est la fleur de l'amitié. La couleur de sang des coquelicots sont une métaphore pour désigner aussi les règles menstruelles. Elles symbolisent le repos, les rêves, les oublis, la discorde et toutes ces choses-là aussi. Voilà.
Alors, ensuite, ici, nous avons le sceau de Salomon. Ah, c'est trop magnifique, j'adore trop, c'est super beau. Secret, sagesse, paix, triomphe du bien sur le mal. Hein, c'est aussi les guides. Fleurs pour les fraîchement diplômés aussi, parce qu'on a acquis de la sagesse ici avec cette carte-là. Voilà. À l'époque victorienne, c'était une nouvelle secrète, un confident proche. Ça représente aussi le printemps et l'été. Donc c'est du faux muguet, du genouiller, du guéritou. C'est l'herbe au panari aussi, parce qu'elle guérit les panaris. On l'appelle aussi saut de Marie, etc. On mangeait ces fleurs autrefois, hein, les jeunes pousses. Hein, voilà. Il y en a un petit peu en Savoie. Voilà, dans les rhizomes non tuberculeux, eux, sont alimentaires. C'est à vomitif, hein, quand on a mal au ventre et tout, voilà. En Berry, les praticiens campagnards établissent une relation entre les formes de la plante et celles de l'organe affecté, tout simplement. Ils prétendent que les racines de cette plante représentent toutes les parties du corps. Hein, donc la racine, elle, voilà. Et là, je l'ai pas, hein, j'ai pas les racines. Hein. On l'utilise aussi pour la distension des nerfs et des muscles. Hein. Elle symbolise le jugement. Salomon était un juge intègre. Elle symbolise aussi la discrétion. Hein, c'est une espèce de muguet qui croît sur les montagnes, les collines ses feuilles ressemblent aussi un peu au laurier. Donc des fleurs blanches qui penchent souvent et peuvent être assez solitaires parce qu'elles sont toutes seules les unes à côté des autres. Donc c'est la sagesse, la prudence, la protection, l'exorcisme. Le féminin, c'est Saturne, l'eau. Voilà. Au Moyen-Âge, on l'utilisait aussi pour faire de fausses reliques de saints, avec ses rhizomes, hein, pour faire des faux petits nonos. Saint Louis est mort de la peste devant Tunis. Voilà. Donc, on s'est servi du sceau de Salomon pour refaire des petites reliques, en faisant penser que c'était des petits restes donc de Saint Louis. Tout simplement. C'est pas cool, hein, voilà. D'où le fait que ce soit un guide et qu'on voit ici ces petites nuées blanches. Et donc l'étoile, lui, c'est le guide, tout simplement. Le colchique, le crocus, sativus ou safran ou crocus à 3 étamines, le colchique d'automne. Voilà, c'est l'automne, septembre-novembre. Elle représente ici la souffrance amoureuse, la folie, la mélancolie, la mort intérieure, la jalousie. Enfin, toutes ces choses qu'on ne dit pas, c'est pour ça qu'elle représente ici la lune. Elle a été mentionnée dans l'Iliade. Dans l'Iliade d'Homère, dans la Belle au bois dormant de Perrault. Elle est également mentionnée dans la Bible. Elle est considérée comme une fleur sacrée. Elle était associée à des dieux grecs anciens comme Apollon, Hélios, hein, la passion, l'amour, le feu intérieur, le désir, le bonheur, l'espoir. Les Grecs la pensaient associée à Apollon. Le dieu du soleil, elle représente le feu intérieur en chacun de nous. Elle peut aussi symboliser la liberté ou la force, tout simplement. Voilà. C'est une plante toxique, attention. Hein, elle n'a pas de feuilles sur une colchique fleurie, contrairement au crocus. On l'utilise à très petite dose, la colchicine, pour les crises de gouttes. Sinon, attention, elle peut être mortelle. Elle est analgésique, anti-inflammatoire et diurétique, à petite dose bien évidemment. Ici, je vais vite me dépêcher, mes chiens aboient, mon chéri rentre, c'est l'herbe de Saint-Jean. C'est une vernaculaire. Elle regroupe plusieurs plantes, tout simplement. On la récolte donc à la Saint-Jean en 24 juin. Elle est passée dans le feu de la Saint-Jean, on l'appelle aussi le millepertuis, l'herbe aux 1000 trous, parce que normalement il y a des petits trous partout. Ça se voit pas sur ce truc là. C'est une herbe percée, elle chasse le diable. Voilà, ou le yep d'or, le huilon. C'est l'herbe de Saint-Jean est apparue au XIVe siècle. Elle traite l'anxiété, la dépression, elle est antivirale, c'est pour ça qu'on l'utilise pour le soleil. Elle est antibactérienne, anti-inflammatoire, elle a plein de bienfaits neurologiques. Elle contrôle l'attention, les émotions, le sommeil, l'humour, l'émotivité. Elle aide à retrouver de la sérénité, du bien-être, de la bonne humeur. Au Moyen-Âge, elle chassait les mauvais esprits. On l'appelait le chasse-diable. D'où le fait qu'on l'utilise pour le soleil. Ici, le tilleul pour la vinte. Ici, donc c'est la deuxième chance, hein, c'est le jugement associé au cœur, fidélité, justice. C'est l'arbre de l'amour, l'arbre protecteur qui symbolise l'amitié, la fidélité, l'amour conjugal. On le suspendait dans les étables, dans les maisons, comme protecteur. Même si les elfes dansaient autour en lui laissant sur le sol des cercles verts. Celui qui portait un sachet contenant son écorce était à l'abri des chutes. Voilà, avec le tilleul. J'adore. Celui qui emportait aussi, donc était protégé des chutes, protégé des blessures, des insolations, des intoxications générales et tout danger corporel. Les sorcières aussi aimaient le tilleul. C'est sans doute pourquoi, dans les Flandres, on trouvait souvent accrochées à des branches des images de la Vierge pour les éloigner quand elles voulaient se réunir. Donc c'est un anti-sorcière, tout simplement. Donc le tilleul, on s'en sert pour les infections de la peau, les maladies épidémiques, la paralysie, les vertiges, les œdèmes.
Alors sa deuxième écorce guérirait les ophtalmies et son ombre serait bénéfique aux épileptiques. Ces fleurs ont des vertus adoucissantes, elles donnent de la force, de la guérison, de la sagesse et de la paix, de la connaissance, de la puissance, de la protection, ça c'est les Celtes, de l'harmonie, de l'amitié, du réconfort, de la sagesse spirituelle. Et voilà, voilà. Et donc on finit avec l'ortie. Donc c'est une plante très curative, énergique, positive, originaire d'Europe depuis l'Antiquité, on l'utilise. Elle soigne fièvre, rhumatisme, et puis encore bien d'autres. Elle a des propriétés donc nutritives, elle est riche en vitamines, en minéraux, elle redonne du peps, elle donne des coups de fouet. Les Celtes la croyaient porteuse de chance, elle était protectrice, elle repoussait le mal, les druides la considéraient sacrée, l'utilisaient pour invoquer les esprits bienveillants et attirer l'abondance, la force, la protection. Elle peut guérir le physique et le spirituel, elle est considérée comme magique, en tisane, en talisman ou en poudre, elle protège contre les forces du mal et attire toutes les énergies positives. Voilà, voilà. Donc moi j'adore. Et dans une partie 2, je vous ferai ici les arcanes mineurs. Bisous, bisous.